Le jeu, d'après les spécialistes du comportement animal, c'est le besoin instinctif d'apprendre quelque chose de nouveau et d'agir en augmentant la somme de ses connaissances. Cette envie de découvrir est l'apanage des mammifères supérieurs. Elle se manifeste dans les essais auxquels ils se livrent en jouant. Le jeu, c'est la recherche. Pour jouer, il faut s'associer. Depuis peu, en Europe, il y a dans la partie un nouveau. Mustela putorius furo, le furet. Probablement un descendant ou un dérivé du putois d'Europe et d'Afrique du Nord, Putorius putorius. Ici, en train de faire rentrer ses enfants à la maison. Grand creuseur de terriers, élevé par l'homme depuis la plus haute antiquité pour la plus basse de ses œuvres, la chasse au terrier du lapin. Une chasse qui, aujourd'hui, n'intéresse plus grand monde. Il n'y avait pour lui que deux voies. Ou bien retour vers le furet antérieur, la vie sauvage, ou alors le recyclage, dans le jeu. Le voici admis, avec le chien, le chat et le dauphin, dans le cercle des joueurs, pas de main disparue, puisque l'homme en est président. Bienvenue au club. Mais ce à quoi on ne pense pas, dans une scène comme celle-ci, c'est que l'éponge naturelle dont se sert la petite fille, non seulement fut un animal, mais reste dans l'évolution le prototype de ce grand jeu inventé par la vie, le jeu des associations. Une éponge, il en est de toutes sortes selon la nature du squelette, c'est un animal qui se nourrit en filtrant l'eau de mer. Elle l'aspire par des pores minuscules, presque invisibles à l'œil nu, et la rejette par ce qu'on appelle des oscules, béants, très visibles. Comment ça marche? Voici, au microscope électronique, l'une des chambres de pompage d'une éponge. Elle est tapissée de cellules spécialisées qui, en permanence, agitent les cils dont elles sont pourvues, ce qui crée un courant et fait entrer l'eau. Au passage, les bactéries sont retenues par les cils et seront digérées. L'eau, ainsi filtrée, est évacuée. Ce volcan sous-marin, visible grâce à un colorant, c'est une éponge en train de faire pipi. Et il y a d'autres cellules spécialisées dans l'éponge. Une centaine, de 6 à 10 catégories différentes, qui communiquent entre elles. En voici la preuve. Les éponges ont des frissons, si lents que, sans l'accélération artificielle de la caméra, on ne les verrait pas. Vitesse de propagation maximale, en temps réel, 1 mm par minute. Un frisson humain, c'est 10 000 fois plus rapide. Mais tout de même, voici les premiers frissons de la vie animale propagés de cellule en cellule, c'est-à-dire l'un des fondements de l'organisation du muscle et du système nerveux. Certes, l'éponge n'a pas les moyens, à ce stade, de se payer une crise nerveuse, mais on peut quand même l'énerver.
La preuve. Si on lui injecte de l'adrénaline, elle se contracte plus fort, plus vite et crache de l'eau beaucoup plus nerveusement. Disons qu'elle fait une crise neuroïde. Mais voyez-vous ces cellules? Dans cette éponge en formation, elles se déplacent comme si elles étaient encore des protozoaires. Du coup, elles restent des all-rounders, des bons à tout faire, comme disent les Anglais, pouvant aussi bien se transformer en cellules sexuelles que transporter ces petites aiguilles de calcaire, de silice ou d'un autre matériau, selon le type de l'éponge, pour fabriquer son squelette. C'est ce squelette que nous appelons éponge de toilette. Ces cellules restent polyvalentes, ou, comme on dit de certaines cellules végétales, totipotentes. Elles peuvent encore tout. C'est sans doute pourquoi on peut bouturer une éponge vivante. Pour l'observer au microscope, on peut même la couper en tranches fines, comme pour faire un sandwich. Une tranche de vie qui n'en meurt pas. On peut y voir les cellules circuler, se rassembler en certains points, échanger pas vraiment des idées, mais des intentions chimiques. Vous faites ceci? Bon, alors nous, on fait ça. Liberté est devenue impossible aux cellules des mammifères supérieurs, coincées dans l'hyperspécialisation. On ne bouture pas une tranche de jambon. Cette capacité chez les éponges de pouvoir se multiplier comme les plantes, en se divisant, des crabes, que l'on appelle dromies, l'utilisent astucieusement. Pour se dissimuler aux yeux des poulpes et des seiches, ils détachent des morceaux d'éponge. Le but est de s'installer l'éponge sur le dos, pas sur le ventre, et de l'y maintenir en permanence grâce aux pinces des pattes arrière, spécialisées, dressées vers le haut. Ces crabes vont jusqu'à creuser les morceaux détachés pour les adapter à la concavité de leur dos. Notez bien, à l'occasion, et faute de mieux, les dromies trouvent que les morceaux de carton ondulés ont du bon. On voit bien ici avec quelle force ils s'agrippent à leur camouflage. C'est ce qu'ils font normalement avec les éponges. Malheureusement, ça n'empêche pas les hold-up. Une éponge déjà taillée, en prêt-à-porter, c'est tentant. Le propriétaire s'agrippe à son bien avec ses pinces porteuses, mais le voleur les lui pince pour l'obliger à lâcher. Après quoi, le volé revient lui faire le même coup, chaque voleur se faisant passer à son tour. Quoi qu'il en soit, saluons ici l'association non plus de cellules pour faire des pluricellulaires, mais de pluricellulaires entre eux. L'éponge, bouturée, baladée, en profite aussi. L'idée, si l'on peut dire, d'association, ayant, depuis l'éponge, fait son chemin dans la vie, voici une coopérative agricole chez des insectes sociaux. Des termites de quelques millimètres de long habitant le sol des forêts tropicales. Des ouvrières termites sortent du nid, la nuit, prudemment, pour aller se faire des ronds. Des ronds presque parfaits qu'elles découpent dans des feuilles mortes et ramènent au nid pour cultiver un champignon qui servira de nourriture au bébé. Transport dangereux. Elles peuvent se faire attaquer. Aussi sont-elles protégées par des vigiles. Chez les humains, pour ce travail, on prendrait des gros bras. Chez ces termites, on prend des grosses têtes. Pourtant, ce sont aussi des cogneurs. Mais, en cas de danger, au lieu de cogner sur les attaquants, ils se cognent la tête, une tête renforcée exprès,
sur le bord ou les nervures des feuilles sèches, pour donner l'alarme. Sur ces images allemandes, tournées à 1000 images par seconde, on voit ici le mouvement ralenti 40 fois. Si le danger se confirme, il se cogne la tête par rafale. Et, de veilleur en veilleur, l'alarme se répand. Le bruit ressemble à de la pluie qui tombe. Un homme l'entend jusqu'à 3 mètres. Et les ouvrières foncent vers le nid. On rapporte des ronds, vous faites le guet. Belle division du travail. Et en voici une autre. Ces pélicans roses ont compris qu'à pêcher tout seul, on se retrouve souvent, pour rien du tout, le bec dans l'eau. Aussi ont-ils monté une coopérative de pêche. Ils forment un demi-cercle ouvert vers l'avant. S'ils sont assez nombreux, ils forment un cercle complet. Et ils plongent la tête exactement tous ensemble. Les poissons fuient, avec toutes les chances de se retrouver dans le bec ouvert de l'un ou de l'autre des pêcheurs. Bien sûr, tout le monde n'a pas chaque fois son poisson. Mais, du fait de la coopération, les chances de succès de chacun sont considérablement augmentées. Ce qui fait le début des civilisations. Cela dit, il y a pélican et pélican. Celui-ci, un pélican brun, et, au contraire des autres espèces, un plongeur en piqué. Ayant plongé sur un poisson depuis une vingtaine de mètres, il a brutalement été freiné par son bec à 1,50 m environ sous la surface. Son énergie cinétique est alors transformée en une force qui fait jaillir de l'eau. Événement dramatique pour les petits poissons et autres organismes marins, lesquels, assommés par le choc, remonte à la surface avec le tourbillon, en même temps que le pélican remonte comme un bouchon. Arrive alors un drôle d'oiseau qu'on appelle un noddy, un genre de sterne. Incapable, lui, de plonger, sauf sur une bonne affaire. Et là, il en voit une. Il se pose carrément sur la tête du pélican. Pourquoi se gêner? Et attend que le bouillonnement se calme, dévoilant à la surface les victimes du choc. Et hop, il les cueille. Il ne vole pas, le pélican. Celui-ci a son gros poisson, invisible, dans le bec. Il est ce qu'on appelle, en éthologie, un commensal, un faux associé qui profite et n'apporte rien, mais sans faire de tort. Il y a pire sous l'eau. L'affaire des faux nettoyeurs.
Il serait faux de croire, parce qu'ils vivent dans l'eau, que les poissons sont toujours propres. Ils ont des parasites sur les branchies, autour des yeux, ici et là des plaies avec des champignons qui viennent dessus, sans compter les dents, qu'ils ne se lavent jamais. Voici, dans les récifs de coraux, comment cela s'arrange. Quand un poisson a besoin de se faire nettoyer, il le montre. Il prend une position immobile, avec la queue ou la tête en bas, ou alors il donne de la bande, se laisse couler vers le fond. Il ouvre la bouche, écarte les ouïes, ce qui veut dire « nettoyeur, s'il vous plaît ». Alors arrive le poisson nettoyeur. C'est son métier. On le reconnaît à son bleu de travail. Couleur générale d'un bleu blanchâtre, le dos bleu noir, ainsi qu'une rayure tout le long du corps. C'est un poisson de la famille des labres. Et il se fait reconnaître aussi par ce qu'on peut appeler la danse du labre. Elle veut dire quelque chose comme « par ici le nettoyeur bleu, la propreté plus bleue que bleu, le poisson anti-redéposition », bref, une danse publicitaire. Et ça marche tellement bien, ce métier, qu'il existe dans les récifs de coraux de véritables stations de nettoyage, où les clients attendent leur tour. Même des poissons qui, en toute autre occasion, s'attaqueraient, patientent paisiblement à cet endroit. Pas une seule queue de poisson pour passer devant. Les nettoyeurs sont débordés. Deux spécialistes allemands du comportement animal, les professeurs Eibelsfeld et Wolfgang Wickler, ont été les premiers à décrire le travail du nettoyeur bleu et à le filmer en aquarium en 1960. Et l'on voit bien ici le consentement manifeste des clients. Seulement voilà. Arrive la blénie à dents de sabre. « 8 cm de long, même longueur que le nettoyeur bleu, et presque semblable à lui. Le poisson du haut, c'est le vrai nettoyeur. Celui du bas, c'est le faux. Et le client n'y voit que du bleu. Il croit qu'il va se faire nettoyer, et hop, la blénie lui enlève un morceau, généralement de nageoire. Voyez-vous, en haut et en bas, les deux morceaux découpés à l'emporte-pièce par les dents de sabre? Pourtant, les clients devraient savoir que le nettoyeur bleu, le vrai, s'annonce par une danse publicitaire. Ils le savent. Mais c'est que la blénie à dents de sabre imite aussi la danse du labre. Pas à la perfection, mais suffisamment pour tromper, en nageant vite. En haut, la danse du vrai. En bas, la danse du faux. Malgré tout, les poissons sédentaires, à force de se faire avoir, finissent par se méfier. Alors, déguisement et danse ne suffisant plus, les blénies doivent ruser. Elles se glissent, plaquées au sol, ou juste au-dessous de la surface, et foncent d'un seul coup. Souvent, pas assez vite. Avec les poissons du quartier, surtout en aquarium, vous pensez,
ça devient difficile. Reste la clientèle de passage. Et reste pour les vrais nettoyeurs que, chat échaudé craignant l'eau froide, les clients finissent par se méfier de tout ce qui est bleu et s'approchent de trop près. Mauvais pour une profession qu'il faudrait nettoyer. Jamais on ne voit ça, par exemple, aux Galapagos, où les iguanes terrestres se font débarrasser de leurs parasites, des espèces de tiques, par les pinsons de Darwin. On peut dire qu'ils se les font enlever, car ils ne subissent pas tout bêtement l'oiseau, comme cela se passe en Afrique pour les pique-bœufs. De même que les poissons, ils invitent le nettoyeur, en se dressant sur leurs pattes. Attitude du client consentant. Vas-y, enlève-moi ces saletés de tiques. Le pinson y trouve son compte, puisqu'il les mange. Et pas de faux oiseaux nettoyeurs pour venir poinçonner la queue des iguanes. On n'en finirait plus d'en montrer, de ces associations entre animaux pluricellulaires, qu'on appelle, selon les cas, symbiose ou mutualisme, avec ou sans profiteurs. Mais la plus belle des associations est sans but lucratif. C'est celle du jeu, réservée aux mammifères supérieurs, dont l'imagination, dégagée des problèmes d'intendance, peut s'exercer sans nécessité urgente. Le jeu, comme la recherche pure, est en première ligne de l'évolution. Et, au générique de ce très long métrage qu'est l'évolution animale, il faut inscrire le nom de l'éponge comme celui d'une star du muet. Ici, dans son bain de mousse, bien qu'elle ne soit plus qu'un agréable et respectable squelette. De toutes les associations de la vie animale, elle est, depuis 500 millions d'années, la présidente fondatrice. Si, quelque part, en plongée, vous la voyez vivante, laissez-la boire et faire pipi tranquille. C'est signe que là où elle est, elle filtre une eau de mer encore digne de ce nom. Prenons garde d'effacer, peu à peu, avec les éponges, un tableau vivant de l'école de la vie, celui du primaire.